Partie 1. L'ascension d'un scientifique radical. Joseph Mengele naît le 16 mars 1911 à Günzburg, en Allemagne. Issu d'une famille aisée, il n'est pas prédestiné à la barbarie, mais à l'élite intellectuelle. Il étudie la médecine et l'anthropologie à l'université de Munich. À cette époque, l'Allemagne est plongée dans les théories de l'hygiène raciale. Mengele se passionne pour la génétique et l'hérédité. En 1935, sa thèse porte sur les différences morphologiques de la mâchoire inférieure selon les groupes raciaux. Il rejoint le parti nazi en 1937, puis la SS en 1938. Pour Mengele, la médecine n'est pas un outil pour guérir l'individu, mais un instrument pour sculpter la pureté d'une nation. En 1942, il est blessé sur le front russe et déclaré inapte au combat. C'est alors qu'il est transféré à Auschwitz-Birkenau. Le 30 mai 1943, il y devient médecin-chef du camp de famille. Ce n'est pas une simple affectation. Pour lui, c'est un laboratoire à ciel ouvert, un accès illimité à du matériel humain que l'éthique médicale traditionnelle lui aurait interdit d'étudier. Partie 2. Le système de la sélection et le surnom. À Auschwitz, Mengele se distingue de ses collègues par son attitude. Alors que la plupart des médecins SS vivent la sélection sur la rampe des trains comme une corvée traumatisante, Mengele s'y présente souvent volontairement, même lorsqu'il n'est pas de service. C'est ici qu'il gagne son surnom, l'ange de la mort, Der Todsengel. Témoignage à l'appui, il est décrit comme un homme élégant, ganté de blanc, sifflotant des airs d'opéra, notamment du Wagner ou du Puccini, tout en désignant d'un simple geste du doigt, qui doit aller vers les chambres à gaz et qui est jugé apte au travail ou aux expériences. Son autorité est absolue. Il ne voit pas les déportés comme des êtres humains, mais comme des spécimens biologiques. Son obsession principale réside dans l'hérédité. Il cherche à comprendre comment multiplier les naissances aryennes et comment éliminer les anomalies. Il installe ses propres blocs de recherche, notamment le tristement célèbre Jardin d'enfants du bloc 10, où il tente de gagner la confiance des plus jeunes avec des bonbons avant de les soumettre à des protocoles expérimentaux. Partie 3. Les expériences sur les jumeaux et l'IRI. Le cœur des recherches de Mengele porte sur les jumeaux monozygotes. Selon les archives du musée d'Auschwitz-Birkenau, environ 1500 paires de jumeaux sont passés entre ses mains. Moins de 200 ont survécu. Son protocole est systématique. Les jumeaux sont mesurés, photographiés et examinés sous chaque angle. Une fois les données comparatives récoltées, il passe à la phase expérimentale. Il procède à des transfusions croisées de sang entre jumeaux pour observer les réactions immunitaires. Il tente des interventions chirurgicales sans anesthésie, incluant des amputations ou des ponctions lombaires. L'une de ses expériences les plus documentées et les plus sombres concerne l'hétérochromie. Mengele cherche à modifier la couleur de l'iris pour obtenir des yeux bleus ariens. Il injecte des substances chimiques, comme du bleu de méthylène, directement dans le globe oculaire des enfants, provoquant souvent des infections atroces ou la cécité permanente. Lorsque l'un des jumeaux meurt d'une infection ou d'un traitement, Mengele fait souvent exécuter le second immédiatement afin de procéder à une autopsie comparative simultanée, cherchant à comparer les organes internes au même stade de développement. Ces recherches n'avaient aucune valeur scientifique réelle selon les standards modernes, car elles étaient fondées sur des préjugés raciaux biaisés et une absence totale de méthodologie éthique. Partie 4. La fuite et l'héritage du Code de Nuremberg. En janvier 1945, devant l'avancée de l'armée rouge, Mengele fuit Auschwitz, emportant avec lui ses notes de recherche. Il parvient à se cacher en Allemagne sous une fausse identité pendant 4 ans, travaillant comme ouvrier agricole. En 1949, il s'enfuit vers l'Amérique du Sud, d'abord en Argentine, puis au Paraguay et enfin au Brésil. Malgré les efforts du Mossad et de chasseurs de nazis comme Simon Wiesenthal, il n'est jamais capturé. Il meurt le 7 février 1979 d'une noyade suite à un AVC au Brésil,
sous le nom de Wolfgang Gerhardt. Son identité ne sera confirmée par des tests ADN qu'en 1992. L'horreur des actions de Mengele et d'autres médecins nazis a conduit le monde à redéfinir la médecine. Lors du procès des médecins à Nuremberg en 1946 à 1947, les témoignages sur Auschwitz ont été essentiels. Cela a abouti à la création du Code de Nuremberg, le premier document international fixant les règles de l'expérimentation humaine. Ce code stipule que le consentement volontaire du sujet humain est absolument essentiel et que l'expérience doit être nécessaire, sans souffrance inutile et menée par des personnes qualifiées. Cette vidéo touche à sa fin. En retraçant ce chapitre sombre de l'histoire, notre objectif a été strictement informatif et éducatif. Ce récit s'inscrit dans une volonté de comprendre les épisodes marquants de l'histoire de la médecine, même lorsqu'ils illustrent ses dérives les plus extrêmes. Le contenu présenté ici est purement documentaire et repose sur des archives et des faits historiques établis. Il n'a aucun caractère personnel, n'exprime aucune opinion subjective et n'incite en aucun cas à l'adoption d'une quelconque doctrine ou idéologie. Nous croyons fermement que l'étude du passé est essentielle pour éclairer le présent et garantir que l'éthique reste, à jamais, le pilier fondamental de la science médicale. Merci de nous avoir suivis dans cette démarche de mémoire et d'apprentissage. Ce documentaire s'appuie sur les sources historiques suivantes. Les archives du mémorial d'Auschwitz-Birkenau, l'ouvrage Mengele, l'histoire complète de Gerald Eposnet et John Ware, les rapports du procès des médecins de Nuremberg 1947, les témoignages de survivants collectés par la fondation Yad Vashem, les recherches de l'historien Robert G. Lifton dans les médecins nazis,